C'est l'histoire d'un arabe. Est-ce qu'on vous a déjà fait une blague qui commence par « c'est l'histoire d'un arabe qui ?» Mais si, forcément. Vous avez même peut-être déjà rigolé. Moi, par exemple, une fois, on m'a posé la colle suivante. Mohamed et Rachid sont dans une voiture. Qui est-ce qui conduit ? La réponse, c'est la police. Des blagues comme ça, on m'en a fait des dizaines. Mais j'ai mis longtemps à oser dire que ça ne me faisait pas toujours rire, que ça ne me parlait pas trop, et que ça ne collait pas vraiment à ma réalité. Je m'appelle Leila Israr, bienvenue dans Talab. Dans ce podcast, on déconstruit la façon dont les identités arabes sont perçues en France. Aujourd'hui, c'est à l'humour qu'on va s'intéresser, un espace dans lequel le cliché est une matière en or. Mais ça dépend toujours de qui parle, dans quel contexte et avec quelle intention. Aujourd'hui, les codes veulent qu'on questionne beaucoup plus l'ambiguïté du second degré. Et je ne sais pas vous, mais moi, des fois, je ne sais plus si je dois rire ou m'offusquer, si je peux rire, et en plus, il n'y a pas vraiment de règles. En revanche, il y a plein de questions. Depuis quand est-ce que, en France, on rit des minorités ethno-raciales ? Quel a été l'apport de la télé dans la recomposition du milieu des humoristes, qui sont de moins en moins blancs et masculins ? Comment est traité le sujet des origines arabes et de la double culture franco-maghrébine sur scène ? Qui puise dans ce sujet et qu'est-ce que ça change d'être concerné ? L'humour est-il un outil d'empouvoirment ? Qu'est-ce que ça signifie de rejouer le stéréotype ? Et dans tout ça, quelle est la place des clichés sur la féminité et la masculinité arabe ? L'art de la vanne élimine-t-il réellement les préjugés raciaux ? Mon invitée, pour décortiquer tout ça, s'appelle Nelly Kemener. Elle est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 3, spécialiste des cultural studies, des médias et des représentations médiatiques. C'est dans ce contexte qu'elle a écrit le livre « Le pouvoir de l'humour », politique de représentation dans les médias en France, paru en 2014 aux éditions Armand Collin. De façon plus globale, elle s'est intéressée au pouvoir d'expression des minorités dans l'humour en France. Au départ, j'étais pas partie sur l'idée de vraiment m'intéresser justement à ces différents groupes minoritaires. Je suis plutôt partie avec une idée de cartographier une scène de la culture populaire, qui est, comme beaucoup de scènes de la culture populaire, peu étudiée, souvent disqualifiée aussi parce que on estime que l'humour, bien souvent, est quelque chose d'assez peu noble. On l'associe souvent à une télévision pas nécessairement de grande qualité, on va dire. Je suis partie du principe qu'en fait, il y avait sans doute beaucoup plus de contre-mouvements culturels qui advenaient. Et donc aussi des contre-discours, c'est-à-dire des discours qui pouvaient aller à l'encontre des modèles dominants, des modèles que moi je dis être hégémoniques, et notamment d'une certaine conception de ce que j'appellerais aujourd'hui le sujet de la nation, d'une certaine conception de la francité ou de ce que c'est qu'être un bon Français ou une bonne Française, c'est-à-dire plutôt blanche ou blanc, et plutôt d'ailleurs masculin, donc être plutôt un bon Français, ça veut dire être blanc et être un homme, et plutôt hétérosexuel par ailleurs. En cartographiant cette scène, puisqu'elle n'avait jamais vraiment été cartographiée, il y avait très peu de travaux sur l'humour, très peu de travaux qui retraçaient l'histoire de l'humour. Eh bien, il y a eu deux types de dynamiques de fond qui me sont apparues comme significatives. L'avènement, en fait, d'humoristes femmes. Et de l'autre côté, la deuxième dynamique, c'était justement de voir émerger toute une série de thématiques qui avaient trait à la question du racisme et des stéréotypes racistes, ou que moi j'appelle aussi ethno-raciaux. Ce mouvement-là, il est particulièrement prégnant dans l'humour en France depuis les années 80 et 90, puisqu'il y a quelques humoristes qui sont devenus depuis les années 80 très, très reconnus. Smaïn, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Alors je cite les plus connus, mais ensuite à la suite de Jamel Debbouze, il y a eu Thomas N'Gijol, Fabrice Eboué aussi. Alors en pensant aussi la question du racisme de manière très englobante. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'apparition de ces humoristes a transformé vraiment à la fois les ressorts humoristiques et les thématiques de l'humour.
il m'a semblé extrêmement important de le prendre en considération parce que ça participe en fait des rapports de force qui façonnent, qui structurent finalement la scène de l'humour, à la fois des rapports sociaux de race et des rapports sociaux de genre. À un moment donné, dans les médias français, on se rend compte que l'humour a une capacité à traiter de thèmes de genre et de race. Celles et ceux qui portent ces contre-discours, Nelly Kemener les désigne aussi avec le mot « subalterne ». Je pensais que c'était un terme négatif, synonyme d'opprimé. En fait, ça désigne les personnes dont la parole est ignorée. Effectivement, le terme de subalterne est apparu intéressant. Alors, subalterne, un peu à deux titres. La définition que donne Gaia Attari-Spivak de subalterne est assez intéressante. C'est une façon de qualifier aussi tous ces groupes qui n'ont pas accès à l'impérialisme culturel. Et Spivak est justement une grande figure des subaltern studies avec une approche plutôt marxiste, mais je trouve que cette idée de penser l'accès à l'impérialisme culturel, alors aussi depuis un point de vue postcolonial, c'est particulièrement intéressant puisque justement c'est cette idée que oui, effectivement, les groupes racisés ne vont pas facilement avoir la parole, parce que avoir la parole, c'est aussi accepter les termes du dominant et donc accepter les termes de l'impérialisme. Garder cette parole, c'est finalement accepter déjà de rentrer dans le régime de pouvoir qui est instauré par le pouvoir colonial, par le pouvoir hégémonique, par le pouvoir blanc. Ça, c'est une première chose, c'est une première définition. Donc je pense que là, il y a une définition qui est extrêmement intéressante. Et le terme de subalterne, il a une deuxième association théorique. C'est celle de Nancy Fraser, qui, elle, est une théoricienne de l'espace public, une théoricienne féministe, et qui parle de contre-public subalterne pour évoquer notamment tous ces dynamiques, tous ces processus par lesquels des groupes qui, justement, n'ont pas accès à la parole publique, n'ont pas accès à une forme de visibilité auprès, justement, d'un grand public. Ces groupes-là se retrouvent dans des lieux, dans des espaces qu'ils constituent en arène, finalement, pour mettre des termes, des mots sur leur expérience vécue. Et souvent qui est une expérience de domination. Ce terme de subalterne et de contre-public subalterne, il est donc une manière aussi de qualifier ces processus par lesquels des groupes donc se retrouvent et commencent à formuler un langage commun, à élaborer leur propre vocabulaire. Donc je trouve que le terme de subalterne, il est assez pertinent pour penser justement des mouvements qui viennent du bas et qui font remonter finalement dans un espace ici très grand public, c'est l'espace des grands médias, c'est l'espace de la télévision. Aujourd'hui, c'est parfois, on pourrait le dire pour YouTube par exemple, et de se dire comment finalement des groupes qui jusque-là étaient exclus de cet espace grand public, intentionnellement ou pas, finissent par produire quelque chose qui est extrêmement politique parce que ça déstabilise les modèles dominants et ça déstabilise les horizons même ou les imaginaires même que l'on a de l'humour ou alors même de ce qui représenterait la population française, par exemple. Dans les années 90, les hommes français racisés commencent tout juste à avoir accès à la parole publique, c'est-à-dire aux médias. Je dis bien hommes, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas ou peu de femmes racisées dans l'humour français, ni pas de femmes tout court d'ailleurs. Jusque-là, l'arabe comme personnage scénique, comique, était d'ailleurs peu représenté. Et quand il l'était, c'était par des humoristes blancs, à destination de publics blancs, via des performances hyper caricaturales, inspirées des imaginaires coloniaux et de la situation des travailleurs étrangers. Un exemple typique, c'est celui du sketch « S'il vous plaît » de Pierre Péchamp, très populaire et dont la mise en scène se résume ainsi. Un homme passe le balai. Moi j'ai la sécurité sociale, ça va. Ça va. Tranquille, tout ça. S'il vous plaît. Merci. Les seuls mots qu'on comprend dans ce discours, marqués par une intonation traînante et un fort accent supposément arabe, sont sécurité sociale, prestations et allocations. On est en 75 et à ce moment-là, ce genre d'imitation réductrice est un ressort comique assez à la mode, dans un but de divertissement. Du coup, j'ai voulu savoir avec quelle stratégie et quel discours les premiers humoristes français d'origine maghrébine, donc des individus concernés, s'étaient affirmés. En réalité, ce sont des mouvements qui s'opèrent bien souvent en groupe.
Et la logique de la troupe dans le café-théâtre, elle est existante depuis le départ et il me semble qu'elle a justement permis à ces deux groupes, les femmes comme ce que j'ai appelé les minorités ethno-raciales et ou les groupes racisés, en fait, ont bien souvent adopté une logique un peu de troupe ou alors ont émergé dans des logiques de troupe. Je vous donne des exemples. Josiane Balasco, elle émerge dans la troupe du Splendide, par exemple. Jamel Debbouze, lui, il s'est toujours entouré de beaucoup de personnes. Il est beaucoup intervenu avec Gad Elmaleh dans ses tout premiers sketchs dans le cinéma de Jamel. Dans le cinéma de Jamel, il y avait souvent son frère Rachid Debbouze qui était là. Il y avait Omer et Fred qui étaient pas très loin. Et finalement, le récit commun, d'ailleurs, d'Omar, Fred, Jamel Debbouze, Rachid Debbouze, c'était un récit qui était plutôt autour de... On vient de Trappes et on vient de la banlieue. Donc en fait, ce qui qualifiait ce type d'humour et ce mouvement-là, ce n'était pas tant des catégorisations ethno-raciales, qui sont d'ailleurs advenues plus tardivement, plus dans les années 2000, pas dans les années 90, parce que dans les années 90, cette catégorisation n'était sans doute pas d'une certaine façon acceptée et acceptable justement par j'ai envie de dire, le dispositif de pouvoir en place ou le régime de pouvoir en place. Donc finalement, ce qui était plutôt signifiant et ce qui était l'endroit d'identification, c'était plutôt la banlieue. Et il me semble que à l'intérieur de ça, par contre, la figure du garçon arabe comme étant une figure symptomatique justement de la banlieue et de tout ce que ça brassait comme forme de stéréotypisation, c'est-à-dire avec derrière cette idée que la figure du garçon arabe, Nassira Ghanif Souilamas en parle très bien dans Les féministes et le garçon arabe. Elle dit, voilà, c'est un stéréotype de délinquance, un imaginaire de viol, de violence, de violence sexuelle, en tout cas, avec tout l'imaginaire détournante qui apparaît à partir des années 2000, donc on est en plein cœur de ce stéréotype-là. C'est un imaginaire aussi avec une masculinité virile et donc potentiel oppresseur, en fait, potentiellement oppressive, en tout cas cette masculinité. Et c'est un imaginaire, par ailleurs, de pauvreté, aussi. Et c'est un imaginaire, alors de violence, de délinquance, je l'ai dit, mais c'est un imaginaire, là pour le coup je m'en réfère aux travaux de Marion Dalibert, qui montrent très bien comment dans la presse aussi, certains groupes se trouvent, disons qu'à la question des Arabes est souvent associée la question de la religion musulmane, et donc le risque potentiel de radicalisation. Et en fait, c'est un discours qui aujourd'hui est beaucoup plus prégnant qu'il y a 20 ou 30 ans, mais on en retrouve des traces dès les années 90-2000. En fait. Donc c'est quelque chose qui travaille la médiatisation des banlieues depuis le départ. Donc je pense que la spécificité finalement des personnes d'origine maghrébine dans le cadre de l'humour, c'est qu'elles sont renvoyées à une figure d'arabité qui est symptomatique du stéréotype de la personne qui habite dans les banlieues et qu'elle cristallise avec elle tout, parce qu'il y a des formes de raccourcis entre arabes et musulmanes, il y a des raccourcis entre arabité et vol. Tout ça, c'est évidemment lié et à remettre en perspective avec l'histoire de la colonisation, avec cette guerre de décolonisation qu'est la guerre d'Algérie dont on n'a jamais parlé comme étant une guerre de décolonisation. Tout ça est à mettre en perspective avec une longue histoire justement, je pense, de la colonisation en France et avec un imaginaire aussi particulièrement fort de les Arabes sont des personnes qui sont indomptables, et c'est par le biais de cet imaginaire-là qu'a été en permanence justifié les formes de répression, les formes de surveillance qui ont été mises en place, les formes de terreur qui ont été mises en place pendant la période coloniale et pendant les guerres décoloniales. Et c'est notamment très prégnant avec justement la guerre d'Algérie. Donc je pense que cet imaginaire, il a une grande profondeur historique en France et qu'on le retrouve jusqu'à l'imaginaire des banlieues et le stéréotype du garçon arabe, et que c'est un imaginaire qui est donc le ressort, on va dire, de cette émergence d'un humour justement minoritaire en France. L'humour minoritaire, ça désigne le fait d'emprunter au registre stéréotypique de vocabulaire, d'accent, de mouvement, de gestuel pour le mettre à distance et donc interroger l'idéal de la francité. On a parlé de Jamel Debbouze, mais avant lui, il y a un autre comédien qui a essayé de jouer l'arabité selon cette logique. Il était seul en scène au café-théâtre, son nom c'est Smaïn Feyrouz et son spectacle s'appelait A Star is Born.
Alors moi, Smain, j'ai une certaine affection pour certains sketchs de Smain, parce qu'il a été aussi beaucoup critiqué parce que il aurait rejoué effectivement un certain nombre de stéréotypes justement de l'arabe, en réutilisant beaucoup et en réinstaurant d'une certaine façon ce stéréotype, parce que dans ses sketchs, il emploie beaucoup justement un accent très prononcé. Il emploie des termes qui renvoient à un imaginaire assez réducteur, hein, le couscous, le goût du marchandage. Et en plus, dans certains de ses sketchs, donc qui sont faits dans les années 80, l'un de ses spectacles les plus connus, A Star is Born, ça date de 84, je crois il y a une version de 84 et de 86. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, dès le titre du spectacle, il utilise un terme qui est un terme très identificateur potentiellement pour l'époque, c'est-à-dire le terme de beurre. Et c'est un terme qui est déjà très marqué par finalement la culture des banlieues en France, voilà, être beurre, mais c'est aussi un terme qui a une connotation très politique, la marche des beurs, on est en plein dans ce moment-là. Donc en fait, le terme tel qu'il l'emploie et tel qu'il me semble pouvoir être entendu à l'époque par un grand public, c'est un terme qui a quand même une charge, je dirais, politique assez forte, hein. Même si c'est un terme qui, évidemment, pourrait être questionnable dans ses ambivalences et ses ambiguïtés. Alors, quand on voit certains de ses sketchs sur scène, moi, il y en a un qui me marque beaucoup parce qu'il y a un moment donné, il dit est-ce qu'il y a des personnes blanches dans la salle? Et donc les personnes blanches lèvent la main. Et je crois qu'il s'adresse ensuite aux Arabes de la salle et il dit bah voilà, maintenant vous pouvez en profiter pour fouiller les poches. Donc en plus, il rejoue à un moment donné complètement le stéréotype de la délinquance, du vol, etc. Dans ses formes même d'interpellation. Et très clairement, il y a un endroit où Smain s'adresse à un public blanc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, dans ce jeu avec le stéréotype. Et néanmoins, il y a certains sketchs qui méritent attention. Chère Francis, chère Françoise, vous m'avez élu au chauffage universel, je tiens à vous dire merci. Merci. D'autant plus que je ne penserais pas que c'était vous qui m'avez choisi, vous. Votre choix me va droit au cœur. Et sachez que je serai le président de toutes les Francis et de toutes les Françoises. En voyant actuellement tout ce cataclysme, cette charaphonie, non, pas charaphonie, non, cette cacophonie, je me suis dit, j'y suis et j'y reste. Le sketch justement du président Beurre, si on y réfléchit, dans le président Beurre, justement, il y a tout ce concentré de l'accent, du couscous, du marchandage, tout ce concentré du stéréotype qu'il se réapproprie néanmoins sur scène pour faire rire. Donc il y a déjà un geste qui est un geste de réappropriation. Et évidemment, c'est pas totalement la même chose quand c'est une personne qui appartient au groupe visé lui-même et stéréotypé, qui rejoue le stéréotype que quand c'est une personne blanche. C'est la charge potentiellement politique est pas la même et la violence est potentiellement pas la même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme d'autodérision si derrière tout ça. Alors évidemment, à un endroit encore une fois où moi-même je pense que c'est très ambigu. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de plus fort encore. Ce sketch, un jour, moi, je l'ai vu en grand écran, projeté au Quai Branly, justement, dans un des débats qu'on avait organisés, avec plusieurs invités, Rokhaya Diallo, Raphaël Moine, François Bégodeau, etc. Il y avait Azan Avicius aussi qui était là, où on parlait justement du rire des minorités. Et ce sketch, il m'a apparu comme extrêmement puissant, parce qu'il y avait Smain qui était là sur scène, avec cette tribune qui est habillée par les lumières qui rejouent le drapeau français. Et en fait, je me suis dit, mais il a imaginé un président arabe. Et il a imaginé un président arabe dans les années 80. Et en fait, c'est un imaginaire qui, même encore aujourd'hui, est complexe. C'est aujourd'hui, on célèbre la série Sauvage, d'ailleurs, qui est elle-même très ambiguë, hein, à plein d'égards. Mais on célèbre la série Sauvage parce qu'elle met pour la première fois en scène un président arabe. Mais en fait, Smain l'avait imaginé. Et en fait, c'est surtout à cet endroit que je trouve qu'il produit un geste de pouvoir et une sorte d'utopie qui est extrêmement intéressante. Et je trouve que cette utopie-là, elle est extrêmement
dérangeante pour l'époque, d'une certaine façon, et je trouve qu'elle a une grande puissance. Il prend la figure qui incarne quelque part la nation, l'État français, et il imagine que ce serait un arabe qui serait à sa tête. Il y a un endroit où si cet imaginaire est à disposition, c'est aussi des nouveaux horizons qui s'ouvrent. Et cet horizon-là, je pense qu'il n'était potentiellement pas existant avant ce premier geste presque. Donc je trouve que des fois on fait un procès où je pense qu'il y a eu certains commentateurs ou commentatrices qui font un procès un peu trop facile à Smaïn, parce que je me dis mais dans tout ce que toutes les ambiguïtés de ce qu'implique le fait de rejouer un stéréotype, et ce stéréotype-là en particulier, je pense qu'on a oublié qu'il a aussi créé un imaginaire de pouvoir particulièrement intéressant. Qu'il s'agisse de Smaïn en 1986 ou des Sauvages en 2019, le fait de revisiter la figure du pouvoir blanc à travers le président agit comme une réappropriation. Dans la continuité, la seconde génération, elle, celle de Jamel Debbouze et de sa clique, va attirer l'attention de la télévision. Les chaînes sont en demande d'un public nouveau, plus jeune, qui peut être fidélisé par des programmes courts et quotidiens. Il y avait par exemple la mini-série Le cinéma de Jamel dans l'émission Nulle part ailleurs. Ces sketchs-là, moi je m'en goinfrais, un peu naïvement peut-être, mais c'est parce que c'est un des seuls endroits où je voyais un regard public porté à la double culture franco-maghrébine. C'était des vignettes qui étaient, je crois, à peu près quotidiennes, et dans lesquelles, justement, il jouait beaucoup avec l'imaginaire de la banlieue. Dans cet imaginaire de la banlieue, la question, justement, de son arabité était peu abordée frontalement, mais l'était par des biais plutôt, je trouve, linguistiques. Voilà, je pense que l'un des endroits de Jamel Debbouze, notamment au départ, et sur scène, c'était assez présent aussi, c'est qu'il a créé sa propre langue, et ça a été l'un des ressorts, justement, de son humour. Il en garde des traces aujourd'hui, même si c'est moins présent. Mais au départ, c'était vraiment, Jamel Debbouze avait une figure et une persona scénique caractérisée par un corps assez adolescent, en réalité, un handicap, puisqu'il a quand même une main qui ne arrachée, en fait, et aussi par une manière de parler qui était une manière assez bégayante, en fait, mais qui, à l'intérieur de tout ça, prenait des termes d'un peu partout, dont des termes arabes, en fait. Et ça a créé une sorte de mixte, quelque chose d'assez syncrétique, qui était très singulier et très novateur, pour le coup, dans sa persona scénique. Didi Abdel, ça va bien? Jawasab, salam alaikum. Ça va bien, alhamdoulilah. Tranquille. Kulchi labès? Alhamdoulilah. Il a labès? Alhamdoulilah. Là, il khalik tqaddar li Yassir Scratch. Waha. Ça va bien? Très très bien. Très bien. C'est très bien décoré, hein? Très bien. Donc en fait, même s'il n'avait pas nécessairement un discours complètement structuré autour de la question de l'identité, à travers plein de petits signes, je pense qu'il ramenait justement cette question de sa propre expérience de vie, et donc de son expérience de vie comme venant d'une famille d'origine marocaine. Et c'est par ce biais-là aussi qu'il a amené ces thématiques-là. Dans ces scénettes, rejouer le stéréotype du banlieusard permet à Jamel Debbouze de désigner et de railler les catégories d'enfermement qui servent le racisme. Il le fait par des formulations faussement bancales ou vulgaires, par une gestuelle frénétique ou des blagues sur le vol. Pour autant, il y a un côté contre-productif à cette stratégie, parce que du coup, il a longtemps été attendu exclusivement comme le garçon arabe sur le terrain du divertissement télé, plus que sur un terrain politique. Accepter une forme de médiatisation et une forme de reconnaissance, ou aller vers une carrière qui s'adresse aussi à un plutôt grand public, c'est déjà accepter, et c'est exactement ce que je disais avec le terme de subalterne, c'est déjà accepter quelque part d'entrer dans un régime de discours et un régime de pouvoir qui n'est pas le sien, et qui est déjà un régime de pouvoir ici colonial, même si on est dans une période post-coloniale, mais qui garde aussi les traits de cette colonisation-là. Nassira Ghenif le dit très clairement. Elle dit, mais en fait, dans l'un des débats qu'on a fait ensemble justement à la BPI du Centre Pompidou, elle expliquait
comment Jamel Debbouze lui-même, quelque part, acceptait finalement les termes qui sont les termes entendus, acceptait une sorte de contrat qui était un contrat dans lequel il sera toujours mis dans une position assez ambivalente à partir du moment où il entre dans une sphère très grand public et une sphère de publicité justement et de forte visibilité. Et évidemment, ça lui donne un pouvoir qui est celui d'être à l'intérieur et d'être visible, mais en même temps, il y a un autre endroit où il sera toujours pris dans un étau qui est assez impossible, parce que il y a un endroit où Jamel Debbouze, il a souvent été réduit quand même justement à ce garçon arabe. Au départ, on l'appelait Jamel. C'est hyper réducteur d'appeler Jamel Debbouze Jamel. Et lui-même, il a appelé ses premiers sketchs le cinéma de Jamel. C'est très complexe en fait. C'est pourquoi ce n'est pas le cinéma de Jamel Debbouze. Et en fait, il y a un endroit où ça lui a permis une forte visibilité, mais c'est un endroit qui a une dimension assez infantilisante, en fait. Mais je le dis aussi parce que ça fonctionne très bien aussi avec les humoristes femmes, par ailleurs. C'est vraiment une technique connue, journalistique. Monsieur machin, et tout d'un coup, Laura a quelque chose à nous dire. Donc, c'est vraiment un questionnement sur quels sont les termes qui sont utilisés. D'où la nécessité, peut-être, de changer d'espace. Et un des lieux où, par l'humour, on peut montrer la multiplicité des identités, c'est le Comedy Club. C'est là-bas que se déploie le genre du stand-up, dont les performances seront elles-mêmes très vite diffusées sur les écrans. Ah mais l'avènement du stand-up, c'est un vrai contre-pied fait au café-théâtre Franchouillard et Blanc. Moi, je vois, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la figure de Jamel Debbouze, parce que pour moi, non seulement Jamel Debbouze a été, après Smaïn, l'une des figures, à mon avis, importantes de l'humour en France, mais ensuite, Jamel Debbouze a été producteur. Et quand il produit le Jamel Comedy Club, qui est donc diffusé à partir de 2006 sur Canal+, il fait un acte de déplacement de l'humour, et il ouvre un nouvel espace. Et à mon avis, cette ouverture d'espace était une condition pour permettre l'avènement d'une parole qui évoque plus frontalement la question de l'identité et la question des différences. Et je pense que la carrière qui précède de Jamel Debbouze est une carrière qui joue avec beaucoup d'implicites, beaucoup de références culturelles. Mais le discours n'est pas énoncé, parce que sans doute que l'époque ne s'y prête pas encore complètement quand il fait ses premiers sketchs. Et sa posture n'est pas encore assez légitime pour le faire. Mais quand il crée le Jamel Comedy Club, il dit très clairement qu'il importe un genre d'humour qui est en train de se développer, avec Thomas Sisley aussi, Gad Elmaleh, qui est le genre de stand-up, donc qui est un genre d'humour qui est un genre micro-main, de récit de soi, de récit à la première personne, que Jamel Debbouze avait déjà initié auparavant, mais où là, les humoristes vont sur scène, sur une scène qui s'avance dans le public, donc c'est aussi un humour qui est beaucoup moins dans une forme de distanciation au public, c'est un humour qui est dans la rencontre avec le public, et dans une rencontre avec le public qui aussi implique une forme d'autodérision des comédiens et des comédiennes vis-à-vis d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, vis-à-vis de leurs amis sur scène aussi, qui viennent sur scène, et vis-à-vis de... Il y a une sorte de contrat implicite, c'est on rit des autres et on rit de soi. Donc on rit aussi des groupes, des catégorisations des autres, mais on est aussi en capacité de rire des catégories, des formes de représentation de son propre groupe. Donc de faire une forme d'autodérision. Et les humoristes rient aussi du public et avec le public. Donc j'ai envie de dire, cette capacité d'autodérision, elle est presque projetée et imposée au public qui est dans la salle, dont les comédiens ou les comédiennes raillent certains attributs, certaines caractéristiques, en fait, tout simplement. C'est s'ils voient dans le public du Jamel de Comedy Club un membre du public qui est âgé, ils vont se foutre de sa gueule en lui disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» en fait. Et donc, pour marquer le décalage à chaque fois. Et quelque part, ce type de dispositif, parce que pour moi c'est vraiment un dispositif scénique à part entière, c'est aussi un dispositif qui pose les conditions d'une évocation un peu plus frontale, d'identification, d'identité qui, dans les années 2000, était complexe à évoquer publiquement.
C'est-à-dire aujourd'hui, on a finalement l'époque a quand même pas mal changé. Enfin, elle change et c'est bien pour des bonnes choses, pour des choses plus ambiguës parfois aussi. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que de se reconnaître dans des formes de culture minoritaire, d'afficher des formes d'étiquetage, parfois multiples, parfois contre-hégémoniques. Tout ça, j'ai envie de dire, ça commence à advenir dans certains pans, dans certains lieux, dans certains espaces. Dans certains pans de la société française, mais dans les années 2000, parler d'une identité, qui que l'on soit ou d'où que l'on vienne, on pouvait être vite quand même renvoyer à attention au communautarisme, attention au particularisme, et j'ai pas envie de dire que tout ça n'est plus là, parce que ça reste très présent dans le discours politique, dans le discours médiatique aussi, dans le discours dominant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mouvements aussi de fond, on voit bien que un discours d'identification à un groupe en particulier est un peu plus possible, en fait. Là-dedans, on n'a pas encore parlé des femmes. En particulier de celles qui donnent une place à leur identité de genre et à leur culture franco-maghrébine sur scène. Je me demande si les clichés sur la féminité arabe sont un motif récurrent dans l'humour. Et si oui, comment est-ce qu'ils sont exploités ? Comment est-ce qu'on parle de cette place-là ? Pour mieux comprendre, avec Nelly Kemener, on a écouté un sketch de Nadia Rose, joué au Marrakech du Rire en 2015. Dedans, la comédienne joue sa tante, Fatiha Zometa, une coach sportive surexcitée qui porte un voile et qui préconise aux femmes de prendre la pilule pour garder la ligne. Voilà, c'était la méthode Zometa. Si vous suivez mes conseils, vous allez pouvoir vous aussi vous sculpter un corps de narguilé. Est-ce qu'il y a des questions ? N'avez rien à foutre de ce que je raconte. Oui ? Il n'y a pas de problème. Est-ce que moi, je pratique la méthode Zometa ? Merci de poser la question. Hein. La méthode Zometa, hein, ouais, bien sûr. J'ai pas besoin. Ah, Yanni, vous voulez mon secret à moi pour garder la ligne ? Oui, tata, s'il te plaît, calmez-vous. Bravo, j'ai pu le dire. Mon secret pour garder la ligne, je suis divorcée et je prends la pilule. C'est ça l'avenir. Je pense qu'elle joue un peu de l'imaginaire, un peu du traditionnalisme, et qu'en même temps elle en prend le contre-pied. Donc du traditionnalisme qui est associé à la féminité arabe. Je pense que c'est à ça que ça renvoie, avec la question du voile, avec la question de... Alors justement, à la fin, elle joue, parce que je l'ai re-regardée avant de venir en me disant, mince, il faudrait peut-être que je sois au clair, mais à la fin, elle joue aussi elle joue sur la question où elle finit en disant, voilà, moi j'ai même pas besoin de mon propre programme de coaching, parce que en fait, le vrai coaching, c'est de pas faire d'enfants. En fait, là où ça vient toucher, ça vient toucher à tous ces imaginaires médiatiques de la masculinité et la féminité arabe. Et cette féminité arabe, parmi les éléments du stéréotype, il y a l'imaginaire d'une femme traditionnelle soumise à la masculinité, soumise aux hommes, d'une féminité qui porte le voile parce que sous le poids du patriarcat. Et en fait, le sketch de Nadia Rose, moi, il y a un endroit où il vient un peu jouer, alors de manière assez ambiguë et ambivalente, avec ce stéréotype-là, ou avec cet imaginaire-là. Et en même temps, là où c'est assez complexe, c'est que il en joue de manière, j'ai envie de dire, un peu à double sens. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à la fois, justement, il s'adresse potentiellement à un public lui-même arabe, et qui se retrouverait dans cette figure, et en même temps, il y a un espèce d'endroit où Nadia Rose, à mon avis, est dans une forme d'interpellation, entre guillemets féministe, parce que c'est pas nécessairement, je suis pas sûre qu'elle s'étiquette comme ça, mais en tout cas, elle est dans une forme d'interpellation, de dire, bon bah voilà, si tu veux garder la ligne, juste fais pas d'enfant, ce qui en soi est assez drôle, comme une manière de retourner à la fois l'imaginaire stéréotypé, c'est qu'on pourrait imaginer que cette tante est une tante qui est une mère de famille, qui a plein d'enfants, et en fait, à la fin, elle nous dit, bah non, c'est pas du tout l'imaginaire qu'on imagine, qu'on a, et en plus, ce à quoi j'appelle, c'est, tu veux garder la ligne, bah fais pas d'enfants, et puis voilà, finalement, ça règle la question. Mais à mon avis, si on prend comme un sketch qui s'adresse à une audience en France, bah ça va jouer sur des imaginaires médiatiques aussi de la figure de la féminité arabe, et qui est un imaginaire où bah on retrouve des éléments d'un jeu assez subtil avec le stéréotype. Mais en même temps, il y a quand même un endroit où ça rejoue un peu le stéréotype. On est dans un endroit assez ambigu. Parce que dès qu'il y a l'accent, en fait, ça rejoue quelque chose d'assez singulier. Et encore une fois, c'est si on le reçoit en France. Parce que toute la question, c'est qui le reçoit, en fait, tout ça. Et justement,
Dans les personnes qui reçoivent, il en est des qui se sentent mieux représentées, tant par la mixité de la scène de l'humour française qu'à travers les références culturelles qui y sont désormais présentes. Et il y en a d'autres qui disent que les procédés comiques que sont les clichés et les accents, c'est devenu trop facile, trop attendu, voire même un peu lassant. Est-ce que l'abus de stéréotypes peut aussi altérer le récit de l'expérience ? C'est toujours très complexe parce qu'on retrouve toujours des sortes d'attendus parfois un peu stéréotypés, c'est-à-dire l'humoriste femme arabe qui va évoquer notamment le fait que son père veut pas qu'elle s'habille comme ça, veut pas qu'elle s'habille comme ça. Donc encore une fois, ce qui est compliqué, c'est de se dire il ne s'agit pas de dénier l'expérience, et si l'expérience est celle-là, alors ainsi soit-elle et ainsi soit-elle racontée. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est un petit peu presque comment ça s'articule de manière assez complexe dans une société qui est blindée de stéréotypes et qui a du mal à aussi entendre ou faire advenir des subjectivités parfois un peu plus complexes et des récits plus complexes de l'expérience. Ce qui est intéressant dans le stand-up, c'est justement ça a permis à beaucoup de figures qui jusque-là n'advenaient pas d'advenir, et ça dans plusieurs pans, voilà, les lesbiennes avec Océan, ou au départ Océane Rosemary, les paroles de femmes avec des gens comme Blanche Gardin qui ont commencé au Jamel Comedy Club, d'ailleurs il y avait tout un jeu sur Blanche, Blanche et Blanche, voilà, c'était l'une des femmes blanches en l'occurrence, et puis des gens comme Malik Bentala, Nawel Mandani aussi, qui sont les jeunes figures qui émergent aussi sur cette scène, et qui sont des figures racisées, masculines et ou féminines, donc c'est très intéressant parce que la scène de l'humour s'est complètement recomposée. Et en même temps qu'elle s'est recomposée, elle s'est recomposée selon des termes qui évidemment posent aussi des questions. C'est-à-dire que le stand-up implique aussi presque une anecdotisation du récit. C'est chacun et chacune est dans use de son endroit d'identification, raconte son point de vue situé, et ça de l'intérêt parce que ces points de vue ne pouvaient potentiellement pas être racontés auparavant. Mais raconte ces points de vue situés à des publics alors qu'il faut aller chercher. Donc de toute façon, ce récit va toujours être dans un compromis, et un compromis aussi avec ce qui est autorisé, entendu, entendable, etc. Plus ça se multiplie, plus ça s'individualise et plus ça devient de l'anecdote. Et ça, parfois j'ai un peu l'impression que on peut parfois avoir un peu perdu d'une fibre un peu politique et un peu structurante derrière. Mais il y a un autre endroit où je me dis, c'est pas si simple pour ces comédiens et ces comédiennes, c'est pas leur formation, c'est compliqué d'avoir une parole publique quand il y a une carrière à tenir aussi derrière. Je pense que c'est compliqué aussi de savoir quelle parole porter. J'ai l'impression que c'est pas toujours évident de complètement échapper à des formes un peu de stéréotypes, de réduction, de jeu sur les accents, parce que c'est aussi sur ça que s'appuie l'humour. En même temps, c'est bien compliqué de sortir de ces jeux-là, parce que sinon on fait plus beaucoup d'humour. En tout cas, les formes d'humour se réduisent. On peut pas faire reposer sur les humoristes seuls la charge, la responsabilité de faire bouger les choses. C'est à la société tout entière de bouger. Et puisqu'on parle de ce qui est attendu, c'est le moment de poser l'ultime requête. L'anecdote qui tourne autour d'un mot ou d'une expression choisie par chaque personne invitée dans Tarab. Et pour la première fois, j'ai senti que cette demande n'était pas si simple. Le problème de la question, je vais vous le dire, c'est que je pense que si je vous dis un terme, vu que je n'ai pas l'impression d'utiliser de terme arabe, j'ai l'impression de faire presque de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, je sais pas, je vais vous dire un terme que voilà, j'ai pas l'impression d'utiliser des termes arabes dans mon quotidien. Voilà. Donc, si je vais en chercher un, j'ai l'impression que je suis à un endroit où je vais chercher un terme que je n'utilise pas et qui ne raconte pas d'histoire et qui est une forme d'artifice. Et en même temps, je me suis dit, donc ça m'a amené à faire quelque chose, je me suis dit, mais il y a plein de termes, je pense, d'origine arabe dans le français qu'on utilise tous les jours. Sauf que je ne les connais pas. Donc ça raconte un effacement. Ça veut dire aussi, potentiellement, que je ne connais pas l'héritage de cette langue française.
Et donc là, ça me renvoie aussi à une posture à la fois hégémonique, mais au-delà, ça renvoie aussi au fait que les rapports de pouvoir, ils façonnent l'expérience minoritaire, ils façonnent aussi l'expérience et la subjectivité blanche. Il y a quelque chose aussi quelque part là qui raconte quelque chose d'une histoire coloniale où on a fait de l'effacement en permanence. Je me suis dit, je vais regarder. Et puis je me suis dit, ah bah oui, il y en a beaucoup. Et ça, c'était très intéressant. Je me suis dit, comme quoi, j'étais pas au courant. Je dois pas être la seule à pas être au courant. Mais c'est intéressant de se poser la question de quels sont ces termes qu'on utilise tous les jours. Voilà, et je suis arrivée à la conclusion qu'il y en avait un que j'aimais beaucoup, qui était Chouïa, et j'ai appris à l'écrire hier en regardant. C'est déjà la fin du 8e épisode de Tarab. Comme le disait mon invité, il n'y a pas énormément de recherches sur l'avènement des minorités dans l'humour en France. Mais il y a quand même un super dossier, unique en son genre et auquel elle a participé, qui s'appelle « C'est l'histoire d'un arabe ». C'est paru dans la revue Le Temps des médias, sous la direction d'Isabelle Vera-Masson et d'Yvan Gasto. Le dossier est disponible sur Cairn Info, on vous met la référence sur le site de Binge Audio, binge.audio. Il y a aussi un essai assez important des études postcoloniales, dont Nelly Kemener a parlé en début d'épisode et que je ne connaissais pas. Ça s'appelle « Can the Subaltern Speak » de Gayatri Spivak. Le texte date de 1988 et sa traduction française est parue en 2006 aux éditions Amsterdam sous le titre « Les subalternes peuvent-elles parler ?» Et puis, pour rire un peu, parce que mine de rien, c'est quand même le sujet de cet épisode, je vous conseille aussi le spectacle Dur Jurassic Bled de l'écrivain et comédien Mohamed Fellag et les chroniques de Jamil Le Schlag sur Radio Nova. Tarab est un podcast de Binge Audio, patiemment produit par Camille Regache et Diane Jean. C'est Quentin Bresson qui s'est chargé de la prise de son et Mathieu Thévenon qui s'est occupé de la réalisation. Merci de votre écoute. Rendez-vous le dernier vendredi du mois prochain pour la suite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à en parler autour de vous et à vous abonner sur vos applis préférées. À très bientôt!